Dans cet épisode, nous allons plonger dans un des sujets les plus polarisants de la nutrition sportive, à savoir les mythes. Ainsi, nous allons traiter des entraînements à jeun, du naturel versus le chimique et des erreurs commises en nutrition sportive. Encore une fois, je suis bien entouré. Mandy, notre scientifique. Jean-Sébastien, coureur d'ultra-trail atteint de diabète 1. Sam Côté, athlète de triathlon longue distance. Arnaud Côté-Boisvert, spécialiste des raids en autonomie de plusieurs jours. Et Mario Plouffe, fondateur et entrepreneur derrière Brix. Alors venez avec moi et allons plonger immédiatement dans le plus vif des sujets. Allons déboulonner certains mythes associés à la nutrition sportive. Bienvenue tout le monde donc à ce nouvel épisode. On va parler aujourd'hui des mythes et on va essayer d'en défaire certains. Les mythes qui entourent la nutrition sportive. Il y en a vraiment de nombreux. Il a fallu être très sélectif, choisir certains mythes qui circulent, que ce soit sur les médias sociaux ou dans les pensées de tous les jours. On va d'abord commencer en parlant, si vous le voulez bien, de s'entraîner à jeun. Le fast training. Semble-t-il qu'il y a des avantages énormes à s'entraîner à jeun. Est-ce que, Mandy, je vais commencer avec toi, est-ce que c'est bon de faire ça? Est-ce qu'on a raison de dire que le fast training, c'est la meilleure manière de s'entraîner? Ouh là là, les termes, hein, le meilleur moyen. Une des meilleures façons de s'entraîner. Alors, courir à jeun, les personnes vont le faire sur une certaine période de leur vie simplement, mais très courte. Admettons, ils vont intégrer ça dans leur entraînement. Justement, en période un peu plus spécifique d'entraînement, ils vont partir à jeun pour permettre à leur corps, on en a parlé, d'aller chercher peut-être la lipolyse et puis dans les cas où tu te retrouves justement à ne plus avoir de glucides quelque part pendant une compétition, tu as mal géré tes affaires, ton corps est capable d'aller chercher le substrat ailleurs. Parce qu'il l'a déjà vécu. Parce qu'il l'a déjà vécu. Si tu l'as jamais fait, ça va être compliqué. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. Donc, sortir, puis il faut savoir une chose. C'est vrai, c'est important. On en a parlé dans une autre des émissions là, que les personnes pourront écouter. Quand tu pars à jeun, t'es pas à jeun avant 45 minutes, 1 heure. Tu as toujours des réserves au niveau de tes muscles et au niveau de ton foie, tu as des réserves de glucides. Fait que pendant tout ce temps-là, tu utilises tes réserves glucidiques. Donc, tu n'utilises pas ton taux sanguin, mais tu es déjà en train de chercher des réserves des glucides et après seulement, tu tombes en lipolyse. Donc, c'est intéressant quand tu pars à jeun de partir au moins 1h30. Puis, les gens le sentent. Moi, je sais que je ne m'étais jamais entraînée à jeun avant... Mon Dieu, j'ai commencé tard, vers 35 ans. Et qu'est-ce qu'on se sent bizarre quand on Moi, switch. Je déteste ça. Quand on switch, ouais. Ouais, c'est une drôle de sensation. Pendant un moment, moi, je me souviens, j'avais des nausées. Je sortais avec mon petit garçon à l'époque. Je disais, je me sentais pas bien du tout. Mais moi, ça arrivait tôt. C'était vers 35 minutes à peu près. Okay. Et après ça, pouf, tu repars. Ouais, mais le petit switch, là, il faut passer la barre, là. C'est le temps que ton corps change de métabolisme, là. Et ceux qui font ça aussi, ça dépend aussi, j'imagine, de l'intensité qu'ils souhaitent mettre dans leur entraînement matinal. Ça dépend de leur objectif aussi, ce qu'ils souhaitent atteindre. Est-ce que de s'entraîner avec du fast training, est-ce qu'en bout de ligne, on obtient exactement les mêmes objectifs que si, au contraire, on n'allait pas courir à jeun? Au niveau des objectifs, oui. C'est plus en termes, quand tu fais par exemple de l'ultra-distance, c'est vraiment pour te permettre en fait d'avoir une sécurité énergétique, si tu veux. Okay. Mais c'est pas obligatoire. Pour performer ou pour t'améliorer, c'est pas quelque chose qui va te permettre de t'améliorer en tant que tel. Okay. C'est vraiment plus un type d'entraînement que tu vas intégrer dans ta pratique. Est-ce que le fast training, vous messieurs, ça vous rejoint? Arnaud, est-ce que de te lever le matin comme ça et de partir à jeun pour aller t'entraîner, c'est quelque chose de difficile premièrement, mais est-ce que c'est quelque chose que tu essaies, que tu pratiques? Le matin, quand j'ai des doubles, des fois, dans le fond, 2 entraînements par jour, où est-ce que je dois en intégrer un vraiment tôt le matin avant le travail. Ça arrive souvent que je vais juste prendre un café, je vais aller courir, par exemple, mais ça va toujours être des entraînements de basse intensité. Si j'ai des entraînements de haute intensité, c'est sûr et certain que je vais manger quelque chose avant. Si c'est des entraînements de basse intensité qui sont sous les 10 km, mettons, un matin de bonne heure, là, ça se peut que je le fasse à jeun, mais tu sais, je vois pas nécessairement non plus un apport important à le faire de ce côté-là. C'est juste question de timing, si on veut, parce que dû au fait que je me lève tôt, je sais que si je mange quelque chose, je risque d'avoir des problèmes gastriques sur mon 5-10 km le matin en me levant. Donc, je prends juste un café, puis j'y vais comme ça, puis je mange tout de suite à mon arrivée après, là. Donc, c'est vraiment le seul moment que je vais l'intégrer, mais je vois pas des bénéfices, moi, personnellement, côté métabolique, là. Jean-Sébastien? Moi, naturellement, avec, encore une fois, ma condition, c'est pas quelque chose que j'ai mis en pratique. Par contre, je l'ai déjà testé. J'ai fait des études cliniques sur le pancréas artificiel, sur le développement d'un algorithme pour la pompe à insuline. Puis, on m'a, en milieu contrôlé avec un médecin, en fait, un médecin-chercheur, on m'a fait faire du fast training, justement pour voir la réaction. Ça, c'est intéressant. Oui, exactement. Fait que c'était en spinning, en fait, que je l'ai fait, là. Okay.
en études cliniques. Puis effectivement, on était capable de voir que la glycémie, elle se maintenait parce qu'on allait, comme Amélie disait, puiser au niveau du foie et des muscles les glucides. Puis, fait que oui, c'était réalisable malgré le diabète, mais c'est certain que je suis monitoré en tout temps, fait que c'est plus facile peut-être d'avoir la courbe d'effet glycémique avec ça. Mais à part l'avoir fait en milieu supervisé, contrôlé, j'ai jamais tenté au quotidien de le faire. Et toi, Sam? Moi, j'en fais jamais des entraînements à jeun. Non. Il y a une époque où j'en ai fait, mais maintenant, avec la quantité d'entraînement que je fais, le volume hebdomadaire que je fais, moi, mon défi, c'est de manger suffisamment pour justement fueler tous ces entraînements-là. Puis si je suis en déficit calorique pendant trop longtemps, je vais juste me blesser ou me faire mal. Fait que je suis jamais à jeun. Puis toi, Mario, je t'ai vu lever le pouce. Oui, je me réveille pour manger. Aller m'entraîner devant le vide, c'est impossible. Non, puis c'est difficile à part de ça, en plus, je sais pas. Il y a comme un rituel qui s'installe le matin, à moins que tu sois pressé, là. C'est vraiment un espace. Mais il y a ce rituel-là, ça fait partie aussi de te prendre une petite bouchée, quelque chose, d'attendre un peu avant de pouvoir partir pour aller faire son entraînement aussi. On a comme besoin de ça. Par contre, souvent, les entraînements tôt le matin, parce que moi, je suis du type à m'entraîner plus en fin de journée. OK. Mais quand j'ai l'occasion de m'entraîner tôt le matin, c'est pas du fast training, mais je vais manger vraiment de façon très légère, par contre. Vraiment. Tu sais, je partirais pas avec deux œufs bacon. Mais tu sais, très léger, là, une galette Brix, là, tu sais. En fait, là... Ah non, une tu peux y aller à deux. Mais honnêtement, pour un training, mettons, d'une heure et demie, je suis capable de partir avec une galette Brix dans le ventre. Puis, tu sens la différence par rapport à être parti à jeun, là. Une simple galette, c'est assez. Oui, suffisamment. Puis en fait, je fais mon carb load avec ma galette avant mon entraînement parce qu'il faut tout le temps que je sois en carb load à tous les fois que je m'entraîne, vu ma condition. Puis, mais c'est suffisant pour me monter. Ensuite, ajuster ma pompe puis aller. Fait que, tu sais, je suis pas complètement à jeun, mais j'ai pas beaucoup dans le ventre non plus. Hey! Intéressant ce que tu viens de lui demander. Tu lui as dit, est-ce que tu sens la différence avec une galette comme, tu sais, admettons, c'est petit. Mais tu sais que tu vas sentir la différence avec une jujube. Aussi petit, oui, une seule. C'est parce que le corps réagit à ce qu'il ressent, tout simplement. Juste, il y a des athlètes chez qui ils sont pas capables de manger, par exemple, en faisant de l'entraînement. Moi, je leur ai dit de juste se rincer, se mouiller la bouche, même sans avaler, avec le goût sucré. Ça fait une différence. Ton cerveau, il reçoit un punch. Mon garçon fait des triathlons, il est jeune, puis il fait des triathlons très, très courts. Ça lui prend 35 minutes. Mais quand il sort de l'eau sur son vélo, ben, je lui fais manger une petite truc. Ça lui donne pas de l'énergie, là, on s'entend. Il y a quoi? Il y a 4 calories là-dedans, là, tu sais. Mais je te jure que depuis qu'il le fait, il a beaucoup plus de punch à courir en descendant de son vélo quand il fait son dernier... sa dernière... segment de dernier segment de la course, là. Juste parce qu'il a eu le goût. Et on en parlait dans une autre émission, qu'on a parlé de l'importance de manger quelque chose qu'on apprécie, parce que le cerveau ressent moins l'effort et puis ça lui donne un petit peps. C'est bon à retenir. Oui, vraiment. Effectivement. Une seule petite cuillerée à thé ou un jujube de Brix et puis... Et c'est parti. Et c'est parti. Alors voilà donc pour ce mythe. Autre mythe maintenant, puis ça, on avait déjà abordé ça lors d'une autre émission, mais j'aimerais qu'on y revienne parce que une simple capsule de sel, Mandy, c'est suffisant ça aide en tout cas pour éliminer les crampes. Est-ce que donc d'ingérer du sel pour éliminer les crampes, c'est la solution miracle ou si c'est beaucoup plus complexe que ça? Il faut savoir quand même une chose, que l'électrolyte responsable de la contraction musculaire, c'est quand même le calcium à la base. C'est le calcium qui va tirer les chaînes de myosine pour permettre aux fibres musculaires de se contracter. Alors effectivement, est-ce qu'une légère baisse en sodium pourrait avoir un impact sur les crampes? C'est compliqué, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'on l'interprète depuis toujours de nombreuses années. On dit, voilà, je suis déshydratée, il me manque du sodium, j'ai fait des crampes. Je suis pas physiologiste, malheureusement. Ce serait intéressant d'en discuter plus profondément par rapport à ça. Donc, est-ce que le mythe peut être vraiment, levé? Est-ce que ce n'est pas vrai que de manquer de sodium provoque des crampes? Surtout que le sodium, on le sait au niveau de l'alimentation, le sodium est nécessaire à faire passer le glucose dans l'intestin, puis après ça dans le sang, et qu'on en manque quand même très, très peu du sodium. On en a toujours dans le corps. En règle générale, on en a trop. Mais de boire des électrolytes pendant l'effort permet quand même d'éviter de se mettre à un niveau
le seuil très, très bas. En effet, les crampes reposent principalement d'un dysfonctionnement neuromusculaire. Mais sodium, lui, il a un effet indirect. Parce qu'en fait, les crampes musculaires, elles, sont associées à la déshydratation, au déficit en électrolytique, surtout le sodium, et donc la fatigue musculaire. Donc en fait, quand tu consommes du sodium, indirectement, tu as un effet sur les crampes aussi. D'une certaine manière aussi, Mario, de faire, par exemple, de la musculature, de se muscler un peu plus, même pour les gens qui ne font que de la course à pied, qui vont se dire « c'est inutile, moi je fais de la course à pied, pourquoi est-ce que je fais de la musculation? » Ça a son utilité pour éliminer les crampes aussi. La question du mythe, c'est si j'ai des crampes, prendre un sachet de sodium, est-ce que ça va enrayer mes crampes? J'ai des doutes aussi. De ce qu'on comprend, c'est que les crampes sont dues aussi à une fatigue musculaire. Donc oui, de faire de la musculation, puis ça, on l'a vu, en tout cas, moi, je l'ai vu souvent dans le passé, là, même à la maison, je l'ai vu avec ma conjointe. Là, elle faisait beaucoup de sport. Elle fait beaucoup de sport, toutes sortes de sports, mais elle faisait moins de musculation. Donc, quand elle a commencé à étirer ses distances, elle se ramassait avec une blessure, une bandelette. Ouais. Puis c'était à répétition, rendue à 25-30 km en trail. Puis la journée qu'elle a incorporé la musculation à ses entraînements, elle a pu étirer ses distances là, jusqu'à près de 100 km là, sans avoir le fameux bobo qu'elle avait tout le temps. Donc, je pense que oui, ce qu'on m'a expliqué, dû à une fatigue musculaire pour les crampes, oui, l'entraînement peut facilement aider à réduire la fatigue musculaire. Donc, on a intérêt. Puis il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. On court, on n'a pas besoin d'aller au gym faire de la musculation ou de le faire à la maison, mais je pense que ça fait partie d'un bon plan d'entraînement, la musculation. Puis je pense que tous les entraîneurs aujourd'hui vont dire... Vont le recommander, c'est ça. Ils vont le recommander, sûr et certain. Est-ce que, Samuel, toi, ça fait partie de ton entraînement de faire de la musculation? Est-ce que, as-tu remarqué si ça te permettait, entre autres, d'éviter d'avoir plus de crampes? Est-ce qu'il y a une corrélation? Oui, définitivement. En fait, comme Mario vient de le dire, là, les crampes viennent d'une fatigue neuromusculaire. Puis la meilleure façon de progresser, c'est avec de la muscu. Parce que de la muscu, tu vas lever des lourdes charges. Et donc, c'est ça qui va faire améliorer l'efficacité de ton muscle. Puis aussi la connexion neuromusculaire. Donc, c'est ça qui va prévenir après ça les crampes. Donc, moi, j'en fais beaucoup, surtout à l'hiver. C'est une période où j'en fais comme 2-3 fois semaine. Puis après ça, pendant le restant de l'année, je slack un peu parce que je fais beaucoup d'autres volumes de training aérobique. Là. Mais ouais, définitivement, ça aide. Arnaud, toi, la musculation? C'est super important. J'en fais 2 fois semaine aussi. Puis, j'ai parlé avec des gens comme Charles Castonguay, David Jecker, qui, eux, même maintenant, priorisent davantage de réduire le volume de course, supposons si on est un coureur à pied. Là, moi, Au profit de la musculation? Au profit de la musculation, oui. Dans le fond, la charge d'entraînement de musculation va apporter une charge métabolique qui est quand même importante au niveau du stress sur le corps, mais également va justement renforcer, va accroître, à vrai dire, l'endurance musculaire, va aussi compenser certains muscles antagonistes qui sont parfois défaillants, qui, par la suite, peuvent causer des blessures, peuvent causer davantage de problèmes associés à ça. Là. Donc, 100% la musculation... c'est intégré à ma routine puis à travers celle des athlètes que je coach aussi, ainsi de suite. Là. Et toi, Jean-Sébastien, je te regarde avec la charpente que t'as, c'est sûr que t'es dans les gyms tous les jours. Hein? Non, à la maison, mais non, je vais pas au gym. J'ai mon gym à la maison, mais c'est OK, bon. c'est correct. Mais non, la musculation fait partie de ma routine, puis les sports croisés aussi. En fait, tu sais, musculation, mais rameur également, où je vais aller chercher vraiment tous les groupes musculaires. Puis souvent, en course à pied, l'erreur de bien des coureurs, c'est que oui, on fait pas de musculation, puis tu sais, bon, c'est assez, mais tout le core qu'on appelle, faire tout la ceinture abdominale, faut qu'elle soit renforcée, puis ça va venir t'aider dans ton tonus aussi, dans ta façon d'être, au niveau de ton engagement en course, en trail et tout ça, fait que tu vas venir solidifier tout ça. Fait que oui, encore une fois, je me répète, c'est un tout, puis c'est un morceau qui est hyper important pour ça soit pour t'accomplir comme athlète. Je peux me permettre aussi, Sam, tu parlais de lever des charges lourdes également. La force maximale en musculation, avec une progression tout à fait adéquate. Il faut prendre son temps pour y arriver. Là. Mais travailler en force maximale également apporte une progression accrue, si on veut, parce que la majorité des sportifs font du sport d'endurance. Les athlètes d'endurance, même chose aussi. Donc, ils ont souvent déjà développé, si on veut, la force endurance, mais ils ont majoritairement une déficience en force maximale. Donc, aller travailler la force maximale en gym pour après aller prendre cette force maximale-là qui est plus haute parce qu'on l'a travaillé en gym et la faire une translation vers le sport d'endurance. Là. Donc, ça, c'est un des atouts vraiment importants. Oui, vraiment. Parce que bémol, tu sais, quand on parle d'aller faire de la musculation, là, on parle pas d'aller faire de l'hypertrophie puis d'essayer de sortir des biceps. Ça serait plus nuisible que d'autres choses, ouais. Non, tu sais, on parle de lever des grosses charges. Puis souvent, il y a aussi le mindset de on est des athlètes d'endurance, on devrait faire des longs sets.
avec beaucoup de répétitions, avec des petits poids, parce que c'est ça notre demande physiologique le jour de la course. Mais c'est vraiment pas ça. Quand tu vas en gym, quand tu vas dans le gym ou en musculation, tu veux aller chercher des poids très lourds avec des petites répétitions ou des petits sets, parce que justement, tu vas aller améliorer l'efficacité de ton muscle sans le dégrader, sans aller chercher l'hypertrophie qui va faire en sorte que tu vas prendre de la masse. Donc, tu veux améliorer l'efficacité de ton muscle sans aller chercher du poids. Le bulkness. Du bulk, ouais. C'est très intéressant. Moi, je prends des notes, honnêtement, là, vraiment. Là, je suis en train de me rendre compte que en gym, peut-être que je fais pas suffisamment les bons exercices pour m'améliorer. Moi, ce qui me revient en tête, c'est que tantôt, quand t'as posé la question à savoir c'est quoi vos premiers signes de déshydratation, Oui. Ben, je pense que tout le monde a répondu les crampes. Les crampes. Puis là, ben, on est en train de se dire que, ben non, c'est pas juste ça. C'est qu'il y a aussi de la fatigue neuromusculaire. Je disais ça souvent aux gens qui commençaient à courir en trail, qui venaient chez nous les Rivières, là. On se rend au sommet, puis la dernière côte, là, souvent, les gens pas habitués, ils commencent en marchant à marcher, côte-là. ouais. Puis finalement, un jour, il la court. Puis là, il dit j'ai réussi à la courir, tu sais, puis je suis essoufflé un peu. Mais dans un mois, je vais être moins essoufflé. Non, tu seras pas moins essoufflé, tu vas juste la monter plus vite. Fait que dans un cas comme Sam, il va quand même peut-être avoir des crampes encore un jour, même s'il fait bien de la musculation, parce qu'il va juste finir plus vite en demandant encore plus à ses muscles. Fait que peut-être qu'il va quand même avoir des crampes un jour. Tu sais, fait que c'est un cercle vicieux, finalement. Tu vas finir par en avoir des œufs musculaires, dépendamment de comment tu pousses ta machine. C'est inévitable. Ça devient pas plus facile, tu vas juste plus vite. C'est ça, exactement. Très intéressant. Voilà donc pour cet autre mythe ou cet autre aspect qu'on vient d'aborder. Un autre mythe aussi parfois répandu, c'est qu'un produit naturel, puis je vais te la poser d'abord, Mario, un produit naturel, bien des gens se disent que ça doit nécessairement ou ça probablement être moins efficace qu'un produit développé par une grande entreprise, testé en laboratoire avec un paquet de chercheurs autour. Pourtant, les produits Brix qu'on a ici, on peut considérer ça vraiment comme un produit purement naturel. L'érablière n'est pas loin, même ici à côté. Et ça prouve qu'un produit naturel, au contraire, ça fonctionne aussi bien, sinon mieux. Bien, tout à fait. Tout à fait. On en a la preuve avec les produits qu'on a ici. Là, on n'a pas rajouté, puis on n'a pas essayé de pimper le produit. En tout cas, je l'ai dit depuis qu'on a lancé Brix, c'est un produit simple, efficace. Puis tant que notre produit qui va nous donner de l'énergie va être simple, on va avoir un bon taux de réussite. Là où ça se gâte, c'est justement quand tu commences à complexifier tout ça pour avoir plusieurs ingrédients qui font en sorte que ça ralentit tout le processus puis qu'on a des problèmes de digestion. Fait que oui... plus la liste d'ingrédients est courte. On dit souvent, par exemple, quand tu vas acheter une boîte de céréales à tes enfants, regarde, c'est la liste d'ingrédients, plus elle est courte, mieux est le produit la plupart du temps. C'est la même chose aussi souvent parce qu'on regarde les ingrédients là, des produits Brix. Bon, là, c'est sûr que ça doit être... Ça doit être écrit sirop d'érable. Sirop d'érable, c'est ça. Mais c'est la preuve aussi, plus ta liste est courte. Oui, bien c'est ça. Je pense que la preuve est là, puis ça fait 10 ans qu'on est là. Les gens sont convaincus, puis plus ça va, plus on a d'adeptes, souvent imités, mais jamais égalés. C'est là qu'on est rendu. On a été les précurseurs, puis là, ça commence à être commun d'avoir d'autres compagnies qui veulent avoir leur propre produit à l'érable. Tu as des compagnies qui vont essayer de profiter de la publicité de l'érable, mais que tu vas regarder la liste d'ingrédients. Nous, on a vraiment la recette miracle parce qu'on a rajouté ci, ça. Est-ce que c'est dans un coffre-fort, ça, vraiment sous-clé avec un code particulier, la recette de Brix? Ah! Faut que tu dises oui, Mario, là. Oui, bien. C'est unique, là, comme. Il est ici, le coffre-fort. OK, parce que. Puis, Mandy, je veux t'entendre là-dessus aussi. Dans le fond, on a le carburant. Le rêvé ici au Québec avec le sirop d'érable, avec les produits Brix, mais le sirop d'érable, le Brix, tout ça. Inutile d'aller voir ailleurs tout ce qui se fait d'ultra transformé, alors qu'on a justement des produits de qualité comme ceux-ci. Oui, c'est très simple. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'assez puriste, je vous dirais. Hein. Ça doit te plaire, ça. Oui, parce que, je me dis, l'univers nous a fait mettre sur une planète qui dispose de tout. Pourquoi se compliquer? Puis si on regarde, en fait, le sirop d'érable, c'est une molécule de glucose et une molécule de fructose ensemble. Et c'est pas pour rien qu'on a ça à notre disposition, quelque chose d'aussi simple. Et la seule chose dont on a besoin pour fonctionner, on a besoin de glucose et de fructose, point. On n'a pas besoin qu'il y ait d'autres produits superflus qui viendraient plutôt alourdir la digestion, alourdir le système, alors qu'on est déjà à bout de notre vie là, quand on fait quand on fait un sport. Peu importe la distance, comme je disais, que ce soit l'intensité ou que ce soit des ultras, c'est difficile pour le corps. Je pense qu'il faut leur donner des produits beaucoup plus simples, beaucoup plus purs.
C'est aussi facile que ça. Et votre corps vous remerciera tout simplement oui. d'utiliser ce genre de produit-là beaucoup plus simple, j'imagine. On pourrait peut-être conclure l'émission en parlant des erreurs fréquentes liées justement à la nutrition, puis de cette manière-là aussi faire une sorte de résumé au retour sur les émissions précédentes également. Mais si je vous demandais, quelles sont selon vous les erreurs les plus fréquentes qu'on peut faire par rapport à la nutrition? Et je lance la conversation en vous disant... c'est une des craintes là, qui habite la plupart des gens qui nous écoutent, mais ne pas manger assez ou ne pas savoir si on a mangé assez pour aller se lancer dans l'activité sportive ou dans l'entraînement qu'on veut faire. Toi, Arnaud, est-ce que c'est une erreur, tu penses, effectivement? C'est une des erreurs principales que peuvent faire les gens par ignorance parce qu'ils ne savent pas vraiment comment se préparer pour un entraînement? Pas manger assez avant ou pendant? Bien, ça peut être les deux, là, remarque. Mais d'abord avant, mais oui, puis j'intègre aussi pendant, effectivement. Ben, je pense que ça peut être une crainte chez certaines personnes. Après, tu sais, j'ai l'impression que quand la personne est au courant de ça, tu sais, quand ça devient une crainte, tu deviens un peu surconscient que c'est présent, puis les gens qu'on pense mangent énormément avant, puis des fois mangent peut-être probablement trop pendant. Je pense que ceux qui font la plus grosse erreur, c'est ceux qui sont zéro conscients de ça, puis au final ne mangent pas et frappent le plus gros mur de leur vie au kilomètre 27-32 du marathon. Là. Fait que ensuite, ils stannent et puis ils se disent plus jamais, puis c'est terminé. Exactement, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que quand les gens ont une crainte, sont conscients de ça, ils vont mettre les efforts en place pour pallier ce problème-là. Mais sinon, après, c'est ça. Je pense que de se lancer, si on veut, dans certaines compétitions en n'ayant aucune notion de nutrition. Tu sais, moi, j'ai des jeunes que je coach, puis il y en a un qui m'est arrivé, puis il faisait son premier Ironman cet été, puis il était comme « Ouais, regarde mon plan de nutrition », puis au final, il me monte un gel Brix. Il dit, je vais en prendre un comme ça à l'heure. Je suis comme, OK, on va s'asseoir, on va se parler. Parce que sincèrement, tu passeras pas au travers. Ça va t'en prendre plus que ça. Non, puis moi non plus, là, au moins 2 choix. C'est ça. Fait que là, j'ai monté un PowerPoint. J'ai dit, ça, c'est Mario. Mario, lui, il vend des produits. Mais au final, c'est ça. Je pense que c'est le genre d'émission comme on fait aujourd'hui qui vont justement aider certaines personnes à prendre conscience de l'importance de la nutrition sportive. Puis qu'au final, faut manger plus que ce qu'on pense, j'ai l'impression. Quel est le meilleur conseil, toi, Samuel, que tu pourrais donner à un jeune là, en fait, à quelqu'un qui ne pratique pas vraiment beaucoup de sport de haut niveau, mais qui veut se lancer un premier défi? Par exemple, il veut faire un premier demi-marathon ou un marathon. Là. Au niveau de la nutrition, premier conseil qui viendra en tête, ce serait lequel? Ben, mon premier conseil, je pense que c'est d'adresser le plus gros problème qui est de ceux qui testent pas leur nutrition à l'entraînement. Ouais. Il y a tellement de monde qui se lance, ils arrivent à la course, puis là, ben, ils vont à l'expo du marathon, puis là, ils vont s'acheter des gels qu'ils n'ont jamais, testé. Puis là, ben, le lendemain, pendant la course, là, ils sont tous excités d'essayer le nouveau gel, puis finalement, ben, s'ils réagissent même le long pas du bien, parcours, on t'en donne parfois. Ils achètent ceux avec les saveurs qui ont l'air les plus funky et intéressantes, puis au final, quand tu y goûtes, ça goûte le chimie. Méfiez-vous, requin bleu, c'est pas une saveur. Non, exactement. Gâteau aux fêtes, ça? Gâteau de fête, exact. Gâteau de fête aussi, là. Bah, ouais. On n'arrête pas d'en parler depuis le début de l'émission, mais même celle d'avant. Là, tester. Là. C'est vraiment ça le plus gros conseil que tu peux donner. Là. Et puis il y en a certainement qui nous écoutent aussi, qui sont dans la même situation que toi, par exemple, Jean-Sébastien, qui se disent jamais, c'est pas pour moi, je pourrais jamais pratiquer des sports comme je le souhaite par rapport à des gens dits normaux. Là, tu comprends bien ce que je veux dire? Oui, définitivement. À ces gens-là, je sais qu'ils sont peu nombreux, mais il y en a quand même qui nous écoutent. Tu leur dirais quoi? Je leur dirais qu'en fait, tu sais, puis que ce soit le diabète ou peu importe la condition médicale, entendons-nous, là, Ouais. Dans la mesure du possible, tu sais, en fait, les limites qu'on a, c'est pas la maladie qui nous l'impose, c'est nous-mêmes. En fait, il suffit d'avoir les bons outils, puis de prendre le temps de l'essayer, de pas avoir peur. Tu sais, du moment que tu passes justement l'étape d'avoir peur de le faire, c'est déjà un pas en avant. Fait que c'est vraiment de se faire confiance, puis d'y aller, puis de foncer. Puis en fait, c'est ça. Ça a toujours été ça, le discours que j'ai toujours utilisé. C'est les limites qu'on a, en fait, c'est celles qu'on s'impose et non ce que la maladie nous amène. C'est bien ça. On va terminer là-dessus, si vous le souhaitez bien, parce que ce que l'on va retenir, autrement dit, de l'émission d'aujourd'hui, mais de toutes les émissions qu'on a tournées, c'est que le naturel, ce que l'on a ici sur la table, par exemple, ça peut vraiment aider des athlètes de haut niveau, mais également monsieur et madame tout le monde qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est possible de bien performer, d'avoir énormément de plaisir en utilisant des produits comme Brix. Je vous remercie tous d'avoir été avec nous lors de cet épisode d'aujourd'hui, mais lors de la série également. Mario, un grand merci.
pour ton accueil. Merci pour ton invitation également. Merci aussi aux gens on est au Shack chez Bert. Le Shack à Bert, oui. Le Shack à Bert. C'est absolument magnifique aussi. Merci de nous avoir accueillis parce que le lieu était vraiment absolument exceptionnel. Alors que vous soyez donc des athlètes passionnés, des ultra-athlètes, peu importe, on vous invite à utiliser les produits Brix. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette série de discussions. C'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup appris et je suis convaincu que les gens à la maison aussi ont énormément appris. Merci bien. Merci. Au revoir tout le monde et à une prochaine.